Quel est le châtiment le plus injuste que vous ayez reçu étant enfant? Mes parents laissaient ma sœur décider si mes blessures étaient assez réelles pour voir des médecins. J'étais allongé sur le sol de la cuisine, le bras plié selon un angle qu'un bras ne devrait jamais prendre, quand ma sœur aînée, Olivia, est entrée et a dit que je simulais pour attirer l'attention. Maman a lâché la poche de glace qu'elle s'apprêtait à prendre et s'est tournée vers Olivia avec un soulagement désespéré sur le visage. « Tu es sûre, chérie? Ça a l'air assez grave. » Olivia m'a à peine jeté un coup d'œil avant de sortir son téléphone et de faire défiler quelque chose. Elle fait ça chaque fois que j'ai quelque chose d'important. Ma fête d'acceptation à l'université est dans 3 heures. Elle s'est probablement juste fait une mauvaise torsion exprès. La douleur qui traversait mon avant-bras me donnait le vertige, mais je savais qu'il valait mieux ne pas discuter. La règle était en place depuis mes 9 ans, après que j'aurais soi-disant gâché le 13e anniversaire d'Olivia en faisant ce qu'elle a appelé une fausse crise d'épilepsie pendant sa fête. Ce n'était pas faux, l'hôpital a confirmé que j'avais fait une grave réaction allergique à quelque chose dans le gâteau. Mais Olivia a convaincu mes parents que j'étais au courant pour l'allergène et que je l'avais mangé quand même pour lui voler la vedette. Après cela, chaque blessure ou maladie devait être approuvée par ma sœur aînée avant que je puisse voir un médecin. Papa est arrivé du garage et m'a vu par terre avec le bras visiblement cassé, l'os créant ce renflement horrible sous la peau qui me retournait le cœur quand je le regardais. « Olivia, quelle est ton évaluation ?» Il a demandé cela sur le même ton qu'il utilisait pour des décisions d'affaires totalement cliniques et détachées. Ma sœur a enfin levé les yeux de son téléphone et s'est approchée pour examiner mon bras à environ 1 mètre de distance. Elle s'est accroupie mais ne l'a pas touché, a juste penché la tête et a émis un son de réflexion. C'est probablement juste une mauvaise entorse. Elle fait du mélodrame parce que Taylor vient à ma fête ce soir et qu'elle a ce béguin pathétique pour lui. Mon visage a brûlé d'humiliation parce que le béguin était réel, mais cela n'avait rien à voir. J'étais tombé de vélo en essayant d'éviter de percuter le chien de Madame Peton lorsqu'il avait couru dans la rue. La chute avait été dure et rapide, et j'avais entendu le craquement quand mon bras avait frappé le trottoir. « Olivia, s'il te plaît. » Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Je l'ai entendu se casser. J'ai vraiment besoin d'aller à l'hôpital. Maman a échangé un regard avec papa, et j'ai vu le calcul familier s'opérer. M'emmener aux urgences signifiait rater le temps d'installation pour la fête d'Olivia. Cela signifiait des questions du personnel sur la raison pour laquelle ils avaient attendu si longtemps. Cela signifiait qu'Olivia serait contrariée que l'attention se déplace sur moi. Enveloppons-le simplement et voyons comment tu te sens demain, a décidé maman, sortant déjà la trousse de premiers soins du placard. Si Olivia a raison et que c'est juste une entorse, nous aurons gâché 4 heures aux urgences pour rien. Papa a acquiescé et ils ont tous deux commencé à rassembler du matériel pendant que je restais là, sur le carrelage froid, avec mon bras qui lançait par vagues, faisant danser des taches noires devant mes yeux. Olivia est retournée à son téléphone, ayant totalement fini avec la situation. Elle a lancé par-dessus son épaule en quittant la cuisine, assurez-vous qu'elle reste dans sa chambre pendant la fête. Je ne veux pas qu'elle traîne en boitant pour s'attirer la sympathie. Ils ont enveloppé mon bras si serré que je ne sentais plus mes doigts après 10 minutes, puis m'ont envoyé à l'étage avec 2 ibuprofènes et l'instruction de me reposer. Je pouvais les entendre préparer la fête en bas, accrocher des décorations et disposer la nourriture, alors que j'étais assise sur mon lit à fixer mon bras qui devenait déjà violet et gonflait tellement que le bandage entrait dans ma peau. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma meilleure amie, Kira, me demandant si je venais à la fête puisque mes parents avaient invité la moitié du quartier. J'ai tapé de la main gauche que je ne pouvais pas venir. Tombé de vélo, bras mal. Elle a répondu immédiatement en demandant si j'étais allé à l'hôpital. Quand j'ai dit non, elle m'a appelé au lieu de répondre par SMS. « Comment ça, tu n'es pas allé à l'hôpital? Ton bras est cassé, n'est-ce pas ?» Sa voix était vive d'inquiétude, et je pouvais entendre la circulation en arrière-plan, ce qui signifiait qu'elle était déjà dans la voiture de sa mère quelque part. Olivia a dit que c'était juste une entorse, et mes parents l'ont cru. Je dois attendre demain pour voir comment ça va. Même le dire à voix haute semblait insensé, mais c'était ainsi que les choses fonctionnaient chez moi. Kira me connaissait depuis le CE2 et elle connaissait la règle, l'ayant vue en action plusieurs fois au fil des ans. Il y a eu une longue pause où je pouvais entendre sa respiration et une conversation étouffée avec sa mère. « On arrive te chercher. Ma mère dit que tu as besoin d'une radio tout de suite. » Ce n'est pas une parentalité normale, c'est de la négligence médicale. Je voulais argumenter que mes parents seraient furieux si je partais, qu'Olivia rendrait ma vie encore pire qu'elle ne l'était déjà,
mais la douleur devenait insupportable et j'avais peur de l'apparence de mon bras. La fête commence dans 1 heure. Tout le monde vous verra m'emmener. Olivia va perdre les pédales. La voix de Kira s'édurcit. Je me fiche de la fête d'Olivia. Tu pourrais avoir une fracture ouverte ou des lésions nerveuses. On est à 2 minutes. Elle a raccroché avant que je ne puisse protester davantage. Je suis resté assise là, ressentant ce mélange horrible de soulagement et de terreur à l'idée de ce qui se passerait quand mes parents le découvriraient. J'ai réussi à enfiler un sweatshirt par-dessus mon bras enveloppé, ce qui a envoyé de nouvelles vagues d'agonie qui m'ont fait me mordre la lèvre assez fort pour sentir le goût du sang. J'ai attrapé mon portefeuille et mon téléphone de ma main valide et j'ai descendu les escaliers juste au moment où la sonnette commençait à retentir avec les premiers invités de la fête. Maman était dans la salle à manger en train de dresser un plateau de fromage et ne m'a pas vu me glisser par la porte d'entrée où Kira et sa mère attendaient dans leur voiture, moteur tournant. Madame Chen a vu mon bras et son visage a blêmi. Elle a commencé à dire quelque chose mais a juste secoué la tête et m'a dit de monter. Elle m'emmenait directement aux urgences. Le médecin des urgences a jeté un seul coup d'œil à mon bras et a immédiatement demandé des radios, son expression devenant de plus en plus préoccupée au fur et à mesure qu'elle déballait doucement les bandages que mes parents avaient mis. Il y a combien de temps que c'est arrivé? Elle était philippine, peut-être dans la quarantaine, avec des yeux bienveillants qui ne cessaient de faire la navette entre mon visage et mon bras. Il y a environ 3 heures. Je suis tombé de vélo. Elle a écrit quelque chose sur son dossier et j'ai vu sa mâchoire se crisper. Et vous n'arrivez que maintenant? Qui a bandé ce bras? Je ne voulais pas mentir, mais je ne voulais pas non plus attirer d'ennui à mes parents. J'ai donc simplement dit que mes parents l'avaient enveloppé et pensaient que c'était une entorse. Le médecin a regardé la mère de Kira et quelque chose est passé entre elles, une sorte de compréhension d'adulte qui m'a fait me sentir encore plus effrayé. C'est une fracture complète du radius et du cubitus. Cela nécessitait des soins médicaux immédiats. Le seul gonflement aurait pu causer des dommages permanents. Elle a commencé à déballer mon bras plus prudemment, ses mains douces mais sa voix devenant plus tranchante. Est-ce que vos parents ont vu la blessure avant de l'envelopper? Kira a pris la parole avant que je puisse trouver comment répondre. Sa sœur a dit que ce n'était pas assez grave pour l'hôpital. Ses parents demandent toujours à la sœur d'abord avant de l'emmener chez le médecin. Le médecin a arrêté de déballer et m'a regardé directement avec une intensité qui m'a donné envie de pleurer. Votre sœur? Pas un professionnel de santé? C'est votre fratrie qui prend ces décisions. J'ai hoché la tête et elle a immédiatement sorti son téléphone et s'est éloignée pour passer un appel pendant qu'un infirmier arrivait pour finir de retirer les bandages. Madame Chen a serré mon épaule valide et m'a dit que j'avais bien fait de venir ici, que mes parents avaient tort de me laisser souffrir pendant des heures. Les radios ont confirmé ce que le médecin savait déjà. Les 2 os de mon avant-bras étaient complètement cassés, et la façon dont ils avaient été enveloppés avait en fait aggravé les choses en comprimant les sites de fracture. J'avais besoin d'une chirurgie pour remettre les os correctement car avoir attendu 3 heures avait laissé tout bouger et gonfler au point qu'un simple plâtre ne fonctionnerait pas. Ils m'ont admise immédiatement et ont programmé l'opération pour le soir même. Et c'est là que 2 officiers de police sont arrivés en demandant à me parler en privé. La plus âgée, l'officier Diana Vega, avait des mèches grises dans ses cheveux foncés et parlait sur un ton calme et professionnel qui, d'une certaine manière, rendait tout plus sérieux. Nous devons comprendre la situation à la maison. L'hôpital est tenu de signaler toute suspicion de négligence médicale, surtout lorsqu'elle concerne des mineurs. Pouvez-vous nous parler de cette règle selon laquelle votre sœur décide de vos soins médicaux? J'étais sous perfusion pour la douleur et je me sentais un peu confuse, mais j'ai essayé d'expliquer comment cela avait commencé après la fête d'anniversaire d'Olivia quand j'avais 9 ans. J'ai expliqué comment elle avait convaincu nos parents que je simulais des maladies et des blessures pour attirer l'attention, de sorte qu'ils l'avaient nommée gardienne de toutes mes décisions médicales. L'officier Vega notait tout dans un petit carnet pendant que son partenaire, un homme plus jeune nommé l'officier Luis Reyes, prenait des photos de mon bras avec un appareil portant le sceau officiel du département. Combien de fois votre sœur vous a-t-elle refusé des soins médicaux? L'officier Vega a demandé cela si naturellement que je n'ai même pas pensé à mentir. J'ai commencé à énumérer les incidents, en commençant par la crise qui avait tout déclenché, puis en passant par 6 ans de traitement refusé, la fois où j'ai eu une angine pendant 2 semaines lors du bal de promo d'Olivia parce qu'elle disait que je faisais semblant pour gâcher son shopping de robes, la fois où je me suis foulé la cheville assez gravement pour ne plus pouvoir marcher pendant son tournoi de débat et où elle a insisté sur le fait que je faisais du mélodrame, la fois où j'ai eu une intoxication alimentaire qui a duré 4 jours parce qu'elle avait des entretiens pour l'université et ne voulait pas que nos parents soient distraits.
Chaque histoire durcissait l'expression de l'officier Vega jusqu'à ce qu'elle lève finalement la main pour m'arrêter. C'est assez pour le moment. Nous allons avoir besoin que vous fassiez une déclaration officielle, mais vous devez d'abord être opéré. Nous allons contacter vos parents et les services de protection de l'enfance. La façon dont elle l'a dit montrait clairement que ce n'était ni optionnel ni négociable. Mon téléphone a commencé à sonner au moment où on me préparait pour la chirurgie, le nom de ma mère clignotant sur l'écran encore et encore. L'infirmière m'a demandé si je voulais répondre, et j'ai secoué la tête, laissant l'appel aller vers la messagerie. Madame Chen était restée avec moi tout le temps, et elle a dit à l'infirmière qu'elle s'occuperait de tous les appels de mes parents, que je devais me concentrer sur la réparation de mon bras. Dans la salle d'opération, l'anesthésiste expliquait ce qui allait se passer quand mon téléphone a vibré avec un SMS que Madame Chen a lu à haute voix à ma demande. C'était d'Olivia, tout en majuscule, disant que j'avais tout gâché en partant et en faisant une scène, que la police s'était présentée à sa fête pour poser des questions et que la moitié des invités étaient partis, qu'elle ne me pardonnerait jamais d'être aussi égoïste et mélodramatique. Le visage de Madame Chen est devenu dur comme de la pierre en le lisant, et elle a pris une capture d'écran avant que je ne puisse lui dire de ne pas le faire. Elle a dit doucement, c'est une preuve. Ta sœur vient de prouver qu'elle se soucie plus de sa fête que de tes os brisés. Je me suis réveillé de l'opération avec le bras dans un plâtre allant des doigts jusqu'au-dessus du coude, des broches métalliques maintenant le tout en place, et un bandage épais enveloppant l'ensemble. La chirurgienne, le docteur Priya Chandrasekaran, est venue expliquer que les fractures étaient pires que ce que les radios montraient. Les deux os s'étaient fracturés complètement et avaient commencé à s'éclater, ce qui signifie que si j'avais attendu jusqu'au lendemain comme mes parents l'avaient prévu, j'aurais pu perdre l'usage permanent de ma main. Elle a utilisé des termes comme lésion nerveuse, compromis vasculaire et handicap permanent pendant que ma tête tournait sous l'effet des médicaments et de la peur. Vous avez eu beaucoup de chance que votre amie vous ait amené quand elle l'a fait. Encore 6 heures et nous parlerions d'interventions beaucoup plus sérieuses. Elle a regardé les notes sur sa tablette et son expression est passée de la colère à la tristesse. L'hôpital a déjà déposé un rapport auprès des services sociaux. Quelqu'un passera vous voir demain matin. Mes parents sont arrivés vers minuit, tous deux vêtus de vêtements de fête qui semblaient déplacés sous l'éclairage cru de l'hôpital. Maman avait pleuré, son maquillage était étalé, et le visage de papa était crispé par une colère à peine contenue. Ils n'ont pas été autorisés dans ma chambre au début parce que l'officier Vega était encore là pour finir son rapport, mais je pouvais les entendre se disputer avec les infirmières dans le couloir. La voix de maman ne cessait de monter, insistant sur le fait que tout était un malentendu, qu'ils avaient prévu de m'emmener chez le médecin le matin, et que la mère de Kira avait surréagi et empoisonné tout le monde contre eux. La voix de papa était plus basse mais d'une certaine manière plus menaçante, parlant d'avocats, de fausses accusations et de la façon dont cela détruirait sa réputation. L'officier Vega les a finalement laissés entrer, mais est resté dans la chambre. La première chose que maman a dite a été « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» Sans demander comment je me sentais ou si j'allais bien, elle en a immédiatement fait une affaire concernant Olivia et la façon dont je les avais embarrassés. Papa se tenait au pied de mon lit, les bras croisés. Nous avons fait confiance au jugement d'Olivia. Elle ne s'est jamais trompée auparavant sur tes exagérations. L'officier Vega s'est raclé la gorge bruyamment. Mais Madame Brennan, votre fille avait les 2 os de l'avant-bras complètement fracturés. Elle a nécessité une chirurgie d'urgence avec des broches et des plaques. Il n'existe aucun univers où cela est qualifié d'exagération. Maman s'est tournée vers elle, la voix tremblante. Vous ne comprenez pas. Notre fille aînée a un excellent jugement. Elle est en pré-médecine à Stanford. Elle s'y connaît en médecine. Nous suivions son expertise. Le rire de l'officier fut sec et sans humour. Votre fille a 19 ans et n'a aucune formation médicale. Elle n'est qualifiée pour diagnostiquer quoi que ce soit, et encore moins pour refuser des soins d'urgence à sa sœur. Vous avez permis à une adolescente de jouer au docteur avec des conséquences mortelles. Elle a désigné mon bras dans son plâtre lourd. Ceci nécessitait un traitement immédiat. Votre fille a été à l'agonie pendant 3 heures parce que vous avez priorisé une fête sur son bien-être. La dispute a continué pendant encore 20 minutes, mes parents devenant de plus en plus défensifs et l'officier Vega devenant progressivement moins patiente avec eux. Finalement, elle leur a dit qu'ils devaient partir parce que les heures de visite étaient terminées et que j'avais besoin de repos. Elle les a également informés que les services sociaux mèneraient une enquête complète à partir de demain matin, et qu'ils devaient s'attendre à des visites à domicile et des entretiens avec leurs 2 filles. Après leur départ, Madame Chen est revenue et s'est assise à côté de mon lit.
Elle était restée dans la salle d'attente pour donner sa propre déclaration à la police, détaillant tout ce dont elle avait été témoin au cours des années passées avec ma famille. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos qu'elle avait prises des SMS d'Olivia, des captures d'écran de messages similaires remontant à des mois où Olivia se moquait de moi parce que je faisais du cinéma pour des blessures. Madame Chen avait discrètement tout documenté, attendant un moment comme celui-ci où les preuves pourraient réellement compter. Kira est restée avec moi cette nuit-là, dormant dans la chaise inconfortable à côté de mon lit et se réveillant chaque fois que je faisais un bruit. À un moment vers 3 heures du matin, quand les antidouleurs commençaient à ne plus faire effet et que j'attendais que l'infirmière en apporte d'autres, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Enfin, tu sais que tes parents sont maltraitants et que ta sœur te torture pratiquement avec leur permission. Je ne m'étais jamais autorisé à y penser en ces termes. Je m'étais toujours dit qu'Olivia était juste protectrice ou que mes parents faisaient simplement confiance à son jugement. Mais allongé là avec des broches dans le bras pour une fracture qui avait été ignorée pendant des heures, je ne pouvais plus faire semblant. Je sais, ai-je murmuré, et le dire à voix haute m'a donné l'impression de briser quelque chose à l'intérieur de ma poitrine qui était restée verrouillée pendant des années. Kira a tendu la main et a tenu ma main valide, et nous sommes restés assises là dans la chambre d'hôpital sombre pendant que les machines bipaient et que les infirmières faisaient leur ronde, et toute ma compréhension de ma famille s'effondrait en quelque chose de laid et de vrai. La travailleuse sociale des services sociaux est arrivée à 8 heures du matin, une femme nommée Stéphanie Okonko, qui portait des vêtements professionnels et tenait un dossier en cuir rempli de papier. Elle a tiré une chaise près de mon lit et a expliqué que le rapport de l'hôpital combiné aux déclarations de la police avait déclenché une enquête d'urgence. Elle m'a demandé de lui expliquer la règle concernant Olivia, et je lui ai tout dit, la première fois quand j'avais 9 ans et que j'avais fait la réaction allergique, la progression des incidents où Olivia me refusait des soins pour des problèmes de plus en plus graves. Comment mes parents avaient transféré toute l'autorité médicale à ma sœur parce qu'ils faisaient plus confiance à son jugement qu'à mes rapports sur mon propre corps. Stéphanie notait tout d'une écriture soignée, posant occasionnellement des questions de précision sur des incidents spécifiques ou des chronologies. Son visage restait professionnellement neutre, mais j'ai vu sa main serrer son stylo plus fort quand j'ai décrit l'attente de 4 jours avec une intoxication alimentaire. Après 1 heure de questions, Stéphanie a fermé son dossier et m'a regardé directement. Je vous place en garde protectrice temporaire en attendant l'enquête. Vous ne rentrerez pas chez vous tant que nous n'aurons pas déterminé si c'est sûr. Avez-vous des parents ou des amis de la famille qui pourraient vous accueillir? J'ai immédiatement pensé à Madame Chen et Kira, et Stéphanie a pris des notes pour les contacter pour une évaluation de placement. Elle m'a aussi dit qu'Olivia serait interrogée séparément, et que mes parents seraient tenus d'assister à des séances de conseil obligatoires sur les soins médicaux appropriés pour les mineurs. L'enquête prendrait plusieurs semaines au minimum, peut-être des mois selon ce qu'ils trouveraient. Je serais autorisé à avoir des visites supervisées avec mes parents si je le souhaitais, mais Olivia ne serait pas autorisée à avoir de contact avec moi jusqu'à la conclusion de l'enquête. Le soulagement que j'ai ressenti à cette nouvelle était si accablant que je me suis mise à pleurer, et Stéphanie m'a tendu des mouchoirs tout en expliquant que ma sécurité était la priorité absolue, peu importe ce que ma famille en pensait. Madame Chen a été approuvée comme ma tutrice temporaire en moins de 48 heures, passant toutes les vérifications d'antécédents et les inspections de domicile. Elle m'a installé dans leur chambre d'amis, que Kira avait déjà décorée avec des affiches, une lampe de lecture et un panier de mes collations préférées. La première nuit là-bas, je n'ai pas pu dormir parce que je m'attendais à ce que mes parents fassent irruption pour exiger que je rentre ou qu'Olivia m'envoie un SMS sur la façon dont j'avais tout détruit. Mais mon téléphone est resté silencieux parce que Stéphanie avait ordonné à mes parents de ne pas me contacter sauf par les voies officielles, et l'officier Vega avait dit à Olivia que toute tentative de me joindre serait considérée comme de la subornation de témoin. Je suis resté allongé dans ce lit confortable à écouter les sons normaux d'une maison où les gens n'étaient pas constamment sur des œufs à cause des humeurs d'une seule personne, et j'ai senti quelque chose de serré dans ma poitrine commencer à se relâcher légèrement. La semaine suivante, j'ai eu mon premier rendez-vous de suivi avec le docteur Chandrasekaran, et elle a amené un autre médecin avec elle. Le docteur Neil Kazowski était spécialisé en orthopédie pédiatrique, et après avoir examiné mon bras, il a commencé à poser des questions sur mes antécédents médicaux. Je lui ai parlé des diverses blessures et maladies qui n'avaient pas été traitées ou qui l'avaient été insuffisamment à cause des décisions d'Olivia, et il a demandé des copies de tous mes dossiers médicaux remontant à mes 9 ans. 3 jours plus tard, il a appelé Madame Chen et nous a demandé de venir à son cabinet pour une consultation. Il avait des documents étalés sur son bureau montrant des lacunes dans mes soins médicaux qui correspondaient à des événements importants de la vie d'Olivia. Un doigt cassé qui avait mal guéri parce que je n'avais pas pu voir de médecin pendant sa semaine d'examen du SAT.
des infections respiratoires répétées non traitées pendant sa saison de candidature aux universités qui avaient laissé des cicatrices sur mes poumons. Une brûlure grave qui s'était infectée parce qu'elle avait sa fête de homecoming et ne voulait pas que nos parents soient préoccupés par moi aux urgences. Le docteur Kozłowski avait tout compilé dans une chronologie qui montrait un schéma clair de négligence médicale systématique permise par mes parents et orchestrée par ma sœur. Il avait rédigé un rapport détaillé pour les services de protection de l'enfance, CPS, documentant chaque instance, les conséquences médicales et son opinion professionnelle selon laquelle cela constituait une maltraitance grave. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il nous a montré les radiographies thoraciques de mes infections respiratoires, soulignant les zones où mes tissus pulmonaires présentaient des dommages permanents dus à une pneumonie non traitée que j'avais eue pendant la première année d'université d'Olivia. Cela n'aurait jamais dû arriver. Un enfant atteint de pneumonie n'a pas à serrer les dents simplement parce que sa sœur a des examens finaux. Ce niveau de négligence aurait pu vous tuer à plusieurs reprises. Il a fait glisser des copies du rapport sur le bureau, une pour Madame Chen, une pour moi, et une qu'il a dit avoir déjà envoyée à Stéphanie et à l'inspecteur de police chargé de mon dossier. Stéphanie a appelé le lendemain pour me dire qu'il ajoutait des charges criminelles contre mes parents, et qu'il ne s'agissait plus seulement d'une enquête des services sociaux. Le procureur voulait engager des poursuites pour mise en danger d'enfants et négligence médicale, et ils envisageaient également des poursuites contre Olivia pour son rôle dans le refus de soins nécessaires. Les preuves du docteur Kozłowski, combinées au rapport de police et aux déclarations des témoins, dressaient le portrait d'une maltraitance systématique sur 6 ans. Stéphanie m'a demandé si je serais prête à témoigner au tribunal si cela en arrivait là, et j'ai dit oui sans hésitation. J'étais fatigué de les protéger, fatigué de prétendre que cette règle était normale ou acceptable, et fatigué de porter le poids de leur dysfonctionnement. Elle m'a dit que l'audience préliminaire était prévue dans 3 semaines et que je devais me préparer à ce que mes parents se battent de manière agressive. Ils avaient déjà engagé une avocate très coûteuse qui prétendait que toute l'affaire était un malentendu exagéré par une travailleuse sociale inexpérimentée. Mes parents ont demandé une visite supervisée par les voies officielles, et Stéphanie l'a organisée au bureau des services sociaux en sa présence. Ils sont arrivés en paraissant plus petits, d'une certaine manière, moins imposants qu'ils ne l'avaient toujours semblé. Maman avait perdu du poids et les cheveux de papa semblaient plus gris. Ils se sont assis en face de moi à une table de conférence et maman a immédiatement commencé à pleurer, cherchant à prendre ma main. Je me suis reculé, gardant mes 2 mains sur mes genoux, là où elle ne pouvait pas me toucher. Ma chérie, nous n'avons jamais voulu que tu sois blessée. Nous pensions qu'Olivia savait ce qu'il y avait de mieux. Elle est si brillante et nous avions confiance en ses connaissances médicales. Papa hochait la tête, la voix suppliante. Nous essayons simplement de t'apprendre à ne pas être dramatique pour chaque petite chose. Nous n'avions pas réalisé à quel point tes blessures étaient graves. Je les ai regardés tous les deux et n'ai ressenti qu'une colère froide. Je vous ai dit que mon bras était cassé. Je vous ai dit que j'avais entendu le craquement. Vous avez choisi de croire Olivia plutôt que moi parce que c'était plus pratique pour sa fête. Le visage de maman s'est décomposé. Ce n'est pas juste. Nous t'avons toujours aimé autant que ta sœur. Nous essayons simplement d'équilibrer vos besoins à toutes les deux. Stéphanie est intervenue avant que je ne puisse répondre. Madame Brennan, la négligence médicale n'est pas une question d'amour ou d'équilibre. Il s'agit de ne pas avoir fourni les soins nécessaires à votre enfant. Votre fille a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence parce que vous avez attendu 3 heures avant de demander un traitement. Elle a des séquelles pulmonaires permanentes dues à une pneumonie non traitée. Ce ne sont pas de petits oublis. Ce sont des schémas de négligence grave. Papa s'est levé, sa voix devenant plus forte. Nous sommes persécutés pour avoir fait confiance au jugement de notre fille aînée. Olivia ne nous a jamais trompés auparavant. Elle a été admise à Stanford en pré-médecine. Elle s'y connaît en médecine. La voix de Stéphanie est restée calme mais ferme. C'est une étudiante de 19 ans en première année d'université. Elle n'est pas qualifiée pour diagnostiquer quoi que ce soit. Et même si elle l'était, la réponse appropriée à une fracture potentielle est une évaluation médicale immédiate, pas de bander la plaie en espérant que tout s'arrange. La visite s'est terminée prématurément parce que mes parents continuaient d'essayer de se défendre au lieu de reconnaître ce qu'ils avaient fait. Alors qu'ils partaient, maman s'est retournée une dernière fois. S'il te plaît, reviens à la maison. Tu nous manques. Tu manques à Olivia. La mention d'Olivia m'a retourné l'estomac. J'ai dit à maman que je ne rentrais pas, que je me sentais plus en sécurité avec Kira et Madame Chen que je ne l'avais jamais été dans leur maison. Le visage de papa s'est durci à ces mots,
et il a dit quelque chose sur le fait que j'étais manipulé par des influences extérieures, affirmant que les services sociaux m'empoisonnaient l'esprit contre ma propre famille. Stéphanie a mis fin à la visite définitivement, escortant mes parents vers la sortie alors qu'ils protestaient. Après leur départ, elle s'est rassise avec moi et m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit la vérité, les voir ne faisait que me rendre triste et en colère, et je ne voulais pas arranger les choses avec des gens qui ne pouvaient toujours pas admettre qu'ils avaient fait quoi que ce soit de mal. L'audience criminelle a eu lieu un vendredi matin dans un palais de justice qui sentait le vieux bois et l'anxiété. Le procureur, l'adjoint Jérôme Wallace, était un homme noir d'une cinquantaine d'années spécialisé dans les affaires de maltraitance d'enfants. Il avait examiné toutes les preuves et m'avait dit avant d'entrer qu'il avait un dossier solide, mais que les jurés pouvaient être imprévisibles face à des parents qui semblaient par ailleurs respectables. L'avocate de mes parents était une femme aux vêtements impeccables nommée Vanessa Koller, qui a immédiatement commencé à soutenir qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée, que les services sociaux avaient outrepassé leurs droits et que mes parents étaient des gens aimants qui avaient fait une erreur de jugement. Jérôme a présenté les preuves médicales de manière systématique, en commençant par le bras cassé et en remontant 6 ans de négligence documentée. Le docteur Kazowski a témoigné des dommages permanents à mes poumons et des os mal guéris provenant de fractures antérieures non traitées. L'officier Vega a témoigné sur les déclarations des témoins et sur le schéma récurrent qu'elle avait observé en enquêtant sur l'affaire. Puis ce fut mon tour de témoigner, et l'avocate de la défense s'est montrée très dure envers moi. Elle m'a demandé si j'avais déjà été dramatique à propos de blessures auparavant, si j'avais déjà exagéré des symptômes pour attirer l'attention, ou si j'avais une relation difficile avec Olivia qui aurait pu me donner envie de lui nuire. J'ai répondu honnêtement à chaque question, admettant que oui, j'avais parfois été inquiète pour des choses mineures qui s'étaient avérées n'être rien. Mais j'ai aussi souligné que les enfants n'ont pas de formation médicale, qu'il est normal d'être incertain face à des symptômes, et que c'est précisément pour cela que les parents sont censés agir avec prudence par excès de zèle. Vanessa a essayé de me piéger en m'interrogeant sur des incidents spécifiques qu'Olivia prétendait avoir été exagérés, mais Jérôme s'est opposé chaque fois qu'elle tentait d'utiliser les évaluations d'Olivia comme s'il s'agissait de faits médicaux. Le juge a accepté la plupart de ses objections, et finalement, l'avocate de la défense s'est rassise, l'air frustré. Olivia a témoigné ensuite, et la regarder à la barre m'a fait comprendre à quel point elle avait toujours tout contrôlé. Elle était posée et éloquente, expliquant comment elle avait protégé nos parents de mon comportement de recherche d'attention pendant des années, et comment j'avais appris que le fait d'être blessé ou malade m'apportait de la sympathie et de l'intérêt. Ainsi, j'avais commencé à simuler ou à exagérer des symptômes chaque fois qu'il se passait quelque chose d'important pour elle. Elle a parlé de la réaction allergique lors de ses 13 ans, affirmant que j'avais mangé le gâteau tout en sachant que cela me rendrait malade, juste pour gâcher sa fête. Le procureur l'a laissé s'enfermer dans ses propres contradictions, puis a sorti des dossiers médicaux montrant que je n'avais aucune idée de la présence de l'allergène, qu'il s'agissait d'une nouvelle allergie à laquelle je n'avais jamais été exposé auparavant. Il a systématiquement démantelé chaque exemple qu'elle donnait, montrant des dossiers hospitaliers ou des notes de médecins confirmant que mes blessures et maladies étaient réelles et graves. À la fin de son contre-interrogatoire, Olivia pleurait en insistant sur le fait qu'elle n'avait essayé que d'aider, qu'elle n'avait jamais voulu que je sois gravement blessé. Le juge a mis 2 semaines pour rendre sa décision. Quand nous sommes revenus pour le verdict, la salle d'audience était bondée de gens des deux côtés, les amis et collègues de mes parents pour les soutenir, Madame Chen et Kira pour me soutenir, Stéphanie des services sociaux, et Jérôme et son équipe. Le juge, un homme blanc âgé nommé Douglas M. Senil, a lu ses notes pendant 10 minutes avant de prononcer son verdict. Il a déclaré mes parents coupables de mise en danger d'enfants et de négligence médicale, les condamnant à 2 ans de mise à l'épreuve avec des cours de parentalité obligatoires et une surveillance régulière des services sociaux. Il a également émis une ordonnance de protection stipulant qu'Olivia n'aurait aucune autorité de décision médicale sur moi jusqu'à mes 18 ans, et que toute décision médicale future serait prise par mon tuteur légal en consultation avec de véritables professionnels de la santé. Mes parents ne seraient autorisés qu'à des visites supervisées, et toute tentative de violation de l'ordonnance de protection entraînerait une peine d'emprisonnement immédiate. La salle d'audience a éclaté dans un brouhaha, les amis de mes parents protestant contre la sentence tandis que Madame Chen me serrait l'épaule en signe de soutien. Mes parents restaient figés à leur table, leur avocate parlant déjà de faire appel. Olivia pleurait au premier rang, son sweat de Stanford tranchant avec les vêtements sombres que tout le monde portait. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de chagrin, heureuse d'être protégée, mais triste qu'il ait fallu un bras cassé et un procès pour en arriver là. À la sortie du tribunal, des journalistes ont essayé de poser des questions, mais Stéphanie et Madame Chen m'ont pressé vers la voiture avant que je ne puisse dire quoi que ce soit.
Jérôme nous a rattrapés sur le parking et m'a dit que j'avais été incroyablement courageuse, que des cas comme celui-ci étaient difficiles à prouver et que mon témoignage avait été crucial. Il m'a donné sa carte et m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais l'appeler directement. La vie chez Madame Chen s'est installée dans une routine qui semblait presque normale. J'allais à l'école, je suivais une thérapie physique pour mon bras 2 fois par semaine et je voyais une thérapeute nommée Dr Amina Baché, spécialisée dans les traumatismes liés à la maltraitance familiale. Elle m'a aidé à comprendre que la règle créée par mes parents n'était pas seulement de la négligence, mais une forme de torture psychologique m'enseignant que mon corps et ma douleur n'étaient pas dignes de confiance, et que l'évaluation de quelqu'un d'autre comptait plus que mon expérience vécue. Elle m'a donné des exercices pour reconnaître quand je minimisais mes propres besoins, pour faire confiance à mes instincts concernant ma santé, et pour comprendre que je méritais des soins immédiats sans avoir à prouver que j'étais assez malade. Le travail était difficile, et parfois je sortais des séances en pleurant. Mais lentement, j'ai commencé à me sentir plus solide, moins comme si j'attendais constamment que quelqu'un me dise si mes expériences étaient réelles. Mon bras a guéri lentement, nécessitant 3 autres interventions chirurgicales pour retirer des broches et ajuster des plaques. À chaque fois, la docteure Chandra Securin a tout documenté pour le dossier en cours, notant que les retards dans le traitement initial avaient compliqué le processus de guérison et entraîneraient probablement une mobilité limitée permanente de mon poignet. Elle a écrit des lettres à mon école pour expliquer les aménagements dont j'aurais besoin et a travaillé avec la thérapie physique pour maximiser la fonction que je pouvais récupérer. 6 mois après la fracture, je ne pouvais toujours pas plier mon poignet complètement, je ne pouvais plus serrer les objets aussi fort qu'avant, et j'avais une douleur constante lors des changements de temps. La docteure Chandra Securin m'a dit que c'était le meilleur résultat que nous pouvions espérer, étant donné la gravité des dommages subis par les os. Elle l'a dit avec douceur, mais j'ai entendu le message tacite selon lequel ce handicap permanent aurait pu être évité que 3 heures de retard avaient changé ma vie pour toujours. Mes parents ont terminé leur cours de parentalité, mais ne semblaient pas avoir intériorisé ce qu'ils avaient appris. Lors des visites supervisées, ils défendaient toujours leurs décisions, prétendaient toujours qu'ils avaient simplement fait confiance au jugement d'Olivia, et agissaient toujours comme des victimes d'un système injuste. Ils ne se sont jamais excusés pour la douleur qu'ils avaient causée et n'ont jamais reconnu que leurs règles avaient été abusives. Après 6 mois de visite où ils ne pouvaient même pas admettre leur faute, j'ai arrêté d'y aller. Stéphanie m'a demandé si j'étais sûr, et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à espérer qu'ils deviennent des personnes différentes. Elle l'a noté dans le dossier, et l'avocat de mes parents a envoyé des lettres menaçant de me poursuivre pour aliénation d'affection. Jérôme a répondu avec la documentation de tout ce qu'ils avaient fait, et les lettres ont cessé. J'en avais officiellement fini avec eux, libre de construire une vie qui n'incluait pas des gens qui m'avaient laissé souffrir pendant 6 ans plutôt que de déranger ma sœur. Olivia a essayé de me contacter à plusieurs reprises, envoyant des courriels et des lettres via mon ancienne adresse scolaire. Madame Chen filtrait tout et le conservait pour Stéphanie, qui documentait ses contacts comme des violations de l'ordonnance de protection. Les courriels étaient tous des variations sur le même thème, Olivia prétendant qu'elle avait essayé de me protéger de moi-même, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin, et que je détruisais notre famille en refusant de lui pardonner. Il n'y a jamais eu d'excuse réelle, jamais de reconnaissance du fait que ces décisions avaient causé un préjudice réel, seulement des justifications et des rejets de responsabilité. Après le 3e courriel, Stéphanie l'a signalé au tribunal, et Olivia a reçu un avertissement officiel indiquant que tout nouveau contact pourrait entraîner des poursuites pénales. Les courriels ont cessé après cela, mais je voyais parfois ces publications sur les réseaux sociaux via des amis communs se faisant toujours passer pour la victime, se positionnant toujours comme la partie lésée dans une situation qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'ai terminé le lycée en vivant avec Madame Chen et Kira, qui était devenue pour moi plus une sœur qu'Olivia ne l'avait jamais été. Elle m'a aidé pour mes dossiers de candidature à l'université et a fêté mon admission dans 6 établissements différents, tous assez loin de la maison pour que je n'ai jamais à craindre de croiser mes parents ou Olivia. J'ai choisi une université dans un autre état avec un solide programme de droit, ayant décidé que je voulais travailler dans le droit de la famille pour protéger les enfants de situations similaires à celles que j'avais vécues. Madame Chen a pleuré quand je lui ai annoncé mes projets, des larmes de fierté, et a dit qu'elle avait toujours su que je transformerais ma douleur en une mission. Le jour de mon départ pour l'université, elle m'a remis un dossier contenant tous les dossiers médicaux, les documents judiciaires et les preuves de l'affaire. Elle a dit que j'en aurais peut-être besoin un jour, et qu'avoir tout organisé faciliterait l'accès si des questions se posaient. L'université était une liberté telle que je ne l'avais jamais connue, vivre dans un dortoir avec des gens qui ne connaissaient pas mon histoire, qui me voyaient comme une étudiante parmi d'autres plutôt que comme la fille qui avait été négligée par sa famille.
Je me suis fait des amis, j'ai rejoint des clubs et j'ai découvert que j'étais doué pour le débat et le travail de plaidoyer. Mon poignet me gênait toujours, surtout en hiver, et je devais prendre des notes sur un ordinateur portable car écrire à la main trop longtemps me faisait mal. Mais je me suis adapté, j'ai trouvé des solutions de contournement et, lentement, j'ai cessé de voir cela comme un handicap pour le voir simplement comme une partie de qui j'étais désormais. Dans mes cours de droit de la famille, j'ai écrit des mémoires sur la négligence médicale et la maltraitance entre frères et sœurs qui, selon mes professeurs, comptaient parmi les travaux les plus perspicaces qu'ils aient lus. J'ai transformé mon expérience en expertise, et cela me donnait un sentiment de force plutôt que de douleur. Mes parents ont envoyé une dernière lettre pendant ma 2e année, transmise par l'université. Elle était dactylographiée dans un langage formel, disant qu'ils avaient rempli toutes les conditions de leur mise à l'épreuve et qu'ils voulaient reconstruire notre relation. Ils avaient inclus un chèque pour mes frais d'université et une note manuscrite de ma mère disant que je lui manquais. J'ai fixé le chèque pendant longtemps, tenté par l'argent, mais sachant qu'en l'acceptant, j'ouvrirais une porte que j'avais travaillé dur à fermer. J'ai tout renvoyé avec une brève note disant que j'appréciais leur démarche mais que je n'étais pas prête pour un contact. Ils n'ont jamais réessayé après cela, et j'ai appris par des parents éloignés qu'ils avaient déménagé dans un autre état où personne ne connaissait l'affaire, pour recommencer à zéro. Olivia est sortie diplômée de Stanford et est entrée en école de médecine, ce qui m'a semblé être la blague la plus cruelle de l'univers. Je la suivais occasionnellement sur LinkedIn, voyant ses publications sur ses rotations cliniques et ses expériences de soins aux patients. Elle s'était spécialisée en médecine d'urgence, et je me demandais si elle voyait l'ironie de ce choix. La femme qui m'avait refusé des soins d'urgence pendant 6 ans était maintenant responsable de prendre des décisions médicales de vie ou de mort. J'espérais qu'elle était meilleure dans ce domaine avec des inconnus qu'elle ne l'avait été avec sa sœur. J'espérais aussi que chaque patient arrivant avec un os cassé lui faisait penser à moi, lui faisait se souvenir de ce qu'elle avait fait. C'était mesquin, je le savais. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir qu'elle ressente quelque chose, même si ce n'était que de la culpabilité. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai été admise en école de droit avec une bourse complète, en rédigeant ma lettre de motivation sur la façon dont mon expérience vécue de la maltraitance familiale systémique avait façonné ma compréhension de la justice. Mes recommandateurs étaient des professeurs qui m'avaient vu transformer un traumatisme en excellence académique. Et le comité d'admission m'a dit plus tard que ma candidature s'était démarquée par son honnêteté brute combinée à des objectifs professionnels clairs. Madame Chen et Kira sont venues à ma remise de diplôme, apportant des fleurs et prenant des centaines de photos. Ce soir-là, Madame Chen m'a dit qu'elle m'avait toujours considéré comme sa 2e fille, que me recueillir avait été l'une des meilleures décisions de sa vie. J'ai pleuré et je l'ai remerciée de m'avoir sauvé pas seulement de cette nuit-là avec le bras cassé, mais de années de maltraitance supplémentaires que j'aurais subies si elle n'était pas intervenue. 10 ans après le bras cassé, je travaillais comme avocate en droit de la famille, spécialisée dans les cas de négligence médicale, quand j'ai reçu un appel de Stéphanie, qui était restée en contact au fil des ans. Elle a dit qu'elle avait une affaire qui lui rappelait la mienne, un adolescent dont le frère aîné avait reçu un droit de veto médical de la part de leurs parents. Serais-je prête à être consultante? J'ai dit oui immédiatement et j'ai passé 3 heures à examiner des dossiers qui auraient pu être mon histoire avec des noms différents. Le schéma était identique, les justifications les mêmes, la maltraitance enveloppée dans le même langage de confiance et de jugement. J'ai aidé à monter le dossier qui a finalement permis de retirer le garçon de son foyer et a entraîné des poursuites pénales contre ses parents. Après coup, son tuteur m'a remercié et m'a dit que mon expertise avait fait toute la différence. Je suis rentré chez moi ce soir-là en pensant à la moi de 15 ans allongée sur le sol d'une cuisine avec un bras cassé et je me suis sentie reconnaissante d'avoir survécu pour aider les autres dans des situations similaires. Mon poignet me fait toujours souffrir quand il pleut, et j'ai toujours des cicatrices sur mes poumons à cause de la pneumonie non traitée. Ces rappels physiques de ce qui s'est passé ne disparaissent jamais complètement. Mais ils font désormais partie de mon histoire plutôt que d'en être la définition. Je ne suis pas seulement la fille dont la sœur contrôlait les soins médicaux. Je suis l'avocate qui se bat pour les enfants qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Je suis la survivante qui a transformé la douleur en mission. Et chaque affaire que je gagne, chaque enfant que j'aide à protéger me donne l'impression de reprendre un pouvoir qui m'a été volé il y a des années, lorsque mes parents ont décidé que le jugement de ma sœur importait plus que mes os brisés. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.